Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 mars. À la une de l'actualité, les ministres arabes des Affaires étrangères adoptent la décision du président de la République, Ahmed Tebboune, de tenir le prochain sommet prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochains, coïncidant avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. Ouverture ce matin du 4e forum international sur le patrimoine commun algéro-ottoman. Le livre du navigateur et cartographe, l'amiral Piri Raïs, a l'honneur de cette édition sous l'égide du Conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire. De retour au pays de l'ex-joueur du Mouloudia d'Oran et l'international Habib Ben Mimoun. Il avait bénéficié d'une prise en charge médicale à l'étranger sur instruction du président de la République, Ahmed Tebboune. Gros plan dans notre édition sur l'entreprise nationale de commercialisation de matériel agricole. Celle-ci fournit différents engins aux agriculteurs et offre des facilitations décidées par l'État. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le prochain sommet arabe se tiendra le 1er et le 2 novembre prochain. Une date adoptée aujourd'hui par les ministres arabes des Affaires étrangères au Caire, suite à la décision du président de la République, Ahmed Tebboune, de tenir le prochain sommet arabe à cette date, parallèlement à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. La symbolique de la date retenue par le président Ahmed Tebboune sur la tenue de ce sommet revêt un caractère fédérateur ayant consacré l'adhésion et la solidarité des États et peuples arabes avec la glorieuse guerre de libération algérienne. Cette date porte aussi des significations importantes sur l'attachement des États arabes aux valeurs de lutte commune pour la libération et la réunion des facteurs pour décider de leur destin, notamment dans le contexte des défis croissants dictés par les tensions dangereuses et accélérées sur la scène internationale. Début donc ce matin des travaux de la 157e session ordinaire du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes au niveau ministériel au Caire. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Abdel Lamamra, préside la délégation algérienne prenant part aux travaux. L'ordre du jour de la session actuelle, qui sera marquée par la passation de la présidence du Conseil de l'État du Koweït à la République du Liban, comprend plusieurs thèmes importants relatifs aux préparatifs du prochain sommet arabe à Alger et au développement de la situation sur la scène régionale et internationale. D'autres questions d'ordre administratif, telles que la désignation des secrétaires généraux adjoints au secrétariat général de la Ligue arabe, figurent au menu. Pour ce qui est de l'Ukraine, le Conseil de la Ligue des États arabes a décidé de la création d'un groupe de communication arabe au niveau ministériel. L'Algérie, le Soudan, l'Iran, l'Égypte et le secrétaire général de la Ligue arabe composeront ce groupe et poursuivre et effectuer les consultations nécessaires avec les parties concernées dans le but de trouver une solution diplomatique à la crise. Et en marge des travaux de cette session, Abdel Lamamra, qui conduit la délégation algérienne, a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues palestiniens, irakiens, saoudiens et mauritaniens. Les discussions ont axé essentiellement sur les points figurant à l'ordre du jour du Conseil, ainsi que sur des questions relatives aux relations bilatérales entre l'Algérie et ses pays frères. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin à l'école supérieure du matériel la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. Yamina Saïdji.
À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi en compagnie du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, 2 exposés, présentés respectivement par le général-major Smaïl Sederi, directeur central du matériel, et le commandant de l'école, portant sur le bilan des activités exécutées au titre de la première phase du programme de préparation des forces pour l'année 2021-2022, ainsi que les perspectives de développement de l'arme matérielle dans les différents domaines. À l'issue, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les différentes unités des 6 régions militaires, lors de laquelle il a exprimé sa satisfaction de présider la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle visant l'évaluation de l'état d'avancement de l'exécution du plan de charge annuel. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma satisfaction de cette rencontre dédiée à la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle organisée par la Direction centrale du matériel, ayant pour objectif d'évaluer l'état d'avancement de l'exécution du plan de charge annuel, de faire le bilan général des dispositions prises dans ce sens, d'apporter les éventuels correctifs à la stratégie mise en œuvre et d'envisager les solutions possibles à même de nous permettre de relever les défis et de remédier aux insuffisances enregistrées. Le général de corps d'armée a également souligné l'intérêt majeur accordé par le haut commandement de l'ANP à la direction centrale du matériel, qui est chargée de missions sensibles, s'inscrivant dans le cadre de la montée en puissance de la disponibilité de nos forces armées et le maintien de leur état prêt pour faire face à toute situation d'urgence. Le haut commandement accorde un intérêt majeur à la direction centrale du matériel au regard du caractère et des spécificités des missions qui lui sont assignées, se rapportant essentiellement au soutien des unités et formations de l'armée nationale populaire, à la participation à l'élaboration des plans de développement de ses composantes, de même qu'à satisfaire les besoins en équipement et matériel. Il s'agit d'échelons fondamentaux qui renforceront à coup sûr la chaîne de commandement et contribueront à réunir les éléments nécessaires à l'élaboration de la décision du haut commandement. Cet intérêt ainsi accordé de l'arme du matériel s'inscrit en droite ligne des orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à disposer des facteurs de puissance, des moyens de préservation de l'indépendance et de la souveraineté nationale de notre pays et à réunir toutes les conditions nécessaires à la montée en puissance de nos forces armées et au maintien de leur état prêt pour faire face à toute situation d'urgence. À l'issue, le général de corps d'armée a inauguré quelques annexes d'infrastructures de l'école. Avant de procéder en compagnie du commandant de la première région militaire et du directeur central du matériel à la plantation d'un arbre à cette même occasion. À la fin de la visite, le général de corps d'armée a signé le livre d'or de l'école. Ouverture ce matin au CICE du 4e Forum international sur le patrimoine commun algéro-ottoman. Le livre du navigateur et cartographe, l'amiral Piri Reis, à l'honneur de cette édition. Les ateliers et débats sont organisés pour rendre hommage aux liens historiques et culturels algéro-turcs. Forum sous l'égide du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire, en présence de membres du gouvernement et des représentants d'institutions des 2 pays. Raouf Hamouch y était.
Le passé commun entre l'Algérie et la Turquie ne se résume pas seulement à plus de 3 siècles de coexistence. Entre histoire, culture et relations économiques, le 4e colloque international lancé aujourd'hui a été placé sous le thème de Piri Reis, histoire de l'Algérie au XVIe siècle, autour de la mémoire et du patrimoine marin commun entre l'Algérie et la Turquie. Le symposium s'inscrit dans une activité qui dure depuis des années, qui a pour objectif de remettre l'histoire de l'Algérie sur scène. C'est-à-dire que l'histoire de l'Algérie doit être connue. Et elle doit être connue dans sa réalité, non pas dans ce qui a été écrit. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette histoire puisse entrer dans les ouvrages scolaires, aussi bien chez nous que chez les Turcs. Cet effort-là qui est fait chez les Turcs doit inclure l'Algérie parce qu'elle a quand même participé à la politique ottomane dans la mer Méditerranée pendant plus de 3 siècles. Si nous voulons des exemples, l'Académie navale d'Istanbul a été créée par un Algérien, Hassan Basha al-Jazairi, à Istanbul en 1735. C'est-à-dire pratiquement un siècle avant l'Académie navale de Livourne. J'ai envie de dire que c'est un moment historique parce qu'aujourd'hui nous travaillons sur l'Algérie du XVe siècle. Et au XVe siècle, on retrouve à travers l'écrit de Piri Reis, qui est un très grand cartographe de l'époque, qui est venu visiter l'Algérie et qui a écrit un très grand livre important sur la cartographie, où il explique un petit peu tout ce qu'il y a en Algérie. Et on le voit dans ces cartes qui sont aujourd'hui exposées ici, tout ce qu'il y avait en fait à Gel, à Béjaïa, à Mostaganem, à Oran à l'époque, et on voit qu'il y avait en fait énormément de sites historiques. Étant directrice de l'École nationale supérieure des sciences de la mer, nous donnons énormément d'importance à cet aspect parce que la préservation de notre patrimoine marin passe par la préservation de l'environnement marin. À l'ordre du jour de ce forum, des ateliers et débats pour mettre en valeur les liens historiques et algéro-turcs. Une convention de partenariat dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été signée par les deux parties. Il permettra aux étudiants algériens de bénéficier de formations et de stages pratiques dans le secteur maritime. D'autres conventions de partenariat verront aussi le jour au terme de ce colloque. Et cette bonne nouvelle, l'ex-joueur du Mouloudia d'Oran, Ben Limoun, était de retour aujourd'hui au pays. Il avait bénéficié d'une prise en charge médicale à l'étranger sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'équipe était présente à son retour. Commentaire de Saïd Black. Il a fait les beaux jours du Mouloudia d'Oran et a été international. L'ex-joueur Habib Ben Mimoun, souffrant d'une maladie, a pu bénéficier d'une prise en charge à l'étranger sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Désormais de retour au pays, Ben Mimoun retrouve enfin sa famille et ses amis dans un bien meilleur état de santé. Alhamdoulilah. Je dis alhamdoulilah, quand je suis parti, j'étais dans un état critique. Après des soins qui ont duré 5 mois, je retrouve enfin le pays dans un bien meilleur état. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. À leur tête, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a été à mes côtés et m'a aidé. Je remercie aussi tous mes amis. La petite famille et les amis de Ben Mimoun ont exprimé leur bonheur de revoir l'ancienne gloire du MCO de retour au pays en bien meilleure santé, ne manquant pas de saluer le geste du président de la République. On était confiant de le voir guérir, surtout qu'on a fait le bon choix en optant pour la Turquie. On a été très bien pris en charge. Je tiens sincèrement à remercier le président de la République. On était vraiment bouleversés par la maladie d'El Habib. On salue les efforts du président de la République. Le président suit de près les sportifs et cela nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux. Un moment de joie, une famille sportive. Je suis très content de le revoir dans cet état, après tout ce qu'il a traversé. Alhamdoulilah, on est heureux pour Ben Mimoun. Il va enfin pouvoir rentrer chez lui. Habib Ben Mimoun pourra désormais profiter pleinement de ses proches
en attendant de retrouver les plénitudes de ses moyens physiques. Le machinisme agricole, un impératif pour une agriculture de masse, il est encore plus rentable si les engins sont fabriqués localement. Dans le cadre du soutien de l'État, l'entreprise nationale de commercialisation de matériel agricole met à la disposition des professionnels du secteur différentes sortes de machines, comme vous allez le voir dans ce reportage de Badia Hamadi. La terre algérienne est généreuse, il suffit de la semer pour récolter des produits agricoles. L'État accompagne et soutient les agriculteurs avec un matériel fabriqué localement avec des taux d'intégration allant de 45% jusqu'à 100%. Il faut mécaniser pour augmenter les rendements, pour augmenter la production. L'agriculteur n'a pas automatiquement les moyens pour se mécaniser. Donc là, les pouvoirs publics sont rentrés dans le processus depuis déjà longtemps, en accordant une subvention sur le machinisme agricole, en accordant des facilités de paiement par le biais du leasing. Cette société dont le siège social se trouve à Bir Khadem dispose d'un espace de vente à Mohammedia où les agriculteurs viennent s'équiper avec ces machines subventionnées à hauteur de 30 à 40% pour le tracteur et matériel d'accompagnement et de 40% à 70% pour la moissonneuse batteuse. Nous sommes passés depuis 2012 dans la moyenne puissance, nous sommes passés au tracteur de la nouvelle génération. Tracteurs et outils de la nouvelle génération. Parce que, vous savez, tout se développe, les technologies avancent, donc les anciennes manières de faire sont devenues obsolètes. Et chaque fois qu'il est possible d'industrialiser, parce que quand la demande sur un produit, plus la demande devient populaire, ça veut dire que là, on industrialise. Notre rôle, c'est l'orientation des clients et satisfaire les besoins des agriculteurs algériens ou l'accompagnement technique, le terrain. الفلاح كي يجي ميم نعطولو تكنيكمون واش لازم يدير كوم برودوي كوم تراكتور كوم لو ماتريال داكومبانيمون واش لازم له معاه تانيك ولا بويسونس اللي يسحقها باسكو لازم يامورتي تانيك لو كو تاع الاخر تاعو. Cette entreprise a même réussi à couvrir les besoins de certains pays étrangers dans le cadre d'opérations d'exportation. On a la première phase à l'époque, on a exporté sur pas mal de pays. On a exporté sur la Tunisie, sur l'Arabie Saoudite, sur l'Afrique, certains pays d'Afrique. Ensuite, on a exporté sur l'Irak. Ça, c'est avec l'ancien matériel. On a déjà fait une première opération d'exportation de moissons de bateaux sur le Nigeria. Pour constater de visu la puissance de ce matériel, nous avons accompagné un agriculteur dans la région de Hamadi, satisfait de son tracteur acquis dans le cadre du soutien de l'État. Nous avons acquis ce tracteur dans le cadre du soutien de l'État et nous sommes satisfaits. Nous souhaitons avoir d'autres machines agricoles à l'avenir. Je l'utilise depuis 2013. Aucune comparaison avec l'ancien tracteur. Ce nouveau est robuste et très puissant. Il nous permet de gagner du temps. Il est beaucoup mieux que l'ancien modèle de tracteur. L'État nous a aidé à l'acquérir. L'État ne lésine pas sur les moyens pour mettre à la disposition des agriculteurs un matériel puissant et même de dernière génération pour aller vers des rendements agricoles satisfaisants à même de couvrir les besoins du marché national en fruits et légumes et différents autres produits. L'investissement agricole dans le sud du pays connaît de plus en plus de succès. L'exemple d'un expert international qui a obtenu de bons résultats dans la wilaya de Timimoun, Walid Yosfi. C'est en plein milieu de cette palmeraie située dans la commune de Bedrian à Timimoun que Mohamed Bouchentouf, expert international, a décidé de réaliser ses expériences en vue d'optimiser sa production agricole. Un laboratoire à ciel ouvert qui a déjà porté ses fruits. Grâce à ces techniques, Mohamed aspire à développer le secteur agricole. Ce modèle nécessite 5 étapes à suivre. Il doit y avoir 8 mètres entre chaque palmier. Nous devons réaliser un bassin de 2 mètres carrés autour de l'arbre. Ainsi, nous pouvons avoir une production précoce. Dans son programme de recherche, l'irrigation fait elle aussi partie intégrante.
Un programme qui lui permettra de diversifier mais aussi d'augmenter sa récolte. Nous faisons deux récoltes de légumes par an, de septembre jusqu'au début du mois de mai. Pour chaque cycle, nous récoltons entre 400 et 800 kilos. Les bassins qui entourent les palmiers peuvent être divisés en 5 parties avec une variété de légumes différentes pour chaque parcelle. C'est ce qui permet la diversification de la production. Pour cet expert international, l'objectif est simple, obtenir une récolte de qualité à moindre coût. Une mission qui à terme permettra d'apporter une nouvelle dynamique au sein de l'agriculture de la région saharienne. Même résultat positif obtenu sur les terres d'Enmamcha à Khanchla. Celle-ci attire de jeunes agriculteurs. Illustration de l'un d'entre eux rencontré par Sofiane Adjoud. Commentaire de Nasserine Ben Saïti. Croyant très fort en son rêve, Lotfi, ce jeune agriculteur, n'a pas hésité à investir dans cette terre en jachère, dans la région de N'Mamcha. Une terre qui s'est montrée généreuse à son tour. Je suis exploitant agricole dans la filière céréalière. Cette terre, je l'ai achetée avec mes propres moyens. Je l'ai travaillée soigneusement. J'ai même procédé au forage de 60 puits. Et comme le rêve n'a pas de limite, Lotfi est allé de l'avant et a pu assurer plus de 50 emplois au profit des jeunes agriculteurs de Khanchla. Il aspire même à élargir son activité vers d'autres filières. J'ai fourni du travail à plusieurs agriculteurs, je compte en offrir plus. Une fois l'électricité agricole installée, je pourrai recruter une centaine d'agriculteurs. Nous avons vraiment besoin de l'électricité. Pour le moment, nous nous contentons du mazout. Vous voyez, la récolte est satisfaisante. Il faut que les autorités nous soutiennent et règlent le problème de l'électricité pour qu'on puisse avoir un meilleur rendement. Grâce à sa persévérance, Lotfi a pu relever le défi 2 années de suite en enregistrant un rendement satisfaisant de céréaliculture, des résultats augurer d'un avenir meilleur pour ce jeune agriculteur qui compte se lancer dans d'autres filières. Oui, narcotrafiquants ont été arrêtés. Des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc ont été déjouées par des unités et des détachements de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Yanis Saïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 17 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à combattre le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 8 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 14 quintaux et 52 kg de kiff traité, tandis que 31 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 39 kg de la même substance, ainsi que 32 821 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasat, Bojbaji Mokhtar, Ingezem, Janet et Tindouf 475 individus et saisi 31 véhicules, 161 groupes électrogènes, 145 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 7 autres individus ont été appréhendés. 6 fusils de chasse et 17 quintaux de tabac ont été saisis à Khanchla, Sétif et Janet. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 81 664 litres à Tamanrasset, Tébessa, Al-Taraf et Sougahras, tandis que 184 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Timimoun, Janet, Ouergla, Tlemcen et Naama. Un rapide coup d'œil sur les prix du pétrole qui baissait ce mercredi, mais la tendance reste à la hausse depuis des semaines. Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai est à 125,74 $, c'est d'un 1,75%.
À l'étranger, la militante sahraoui des droits de l'homme Aminatou Haïdar a été espionnée par le Maroc via le logiciel Pegasus de l'entreprise sioniste NSO Group, a affirmé ce matin Amnesty International. L'analyse réalisée par le Security Lab de l'ONG a conclu que 2 téléphones appartenant à Aminatou Haïdar ont été infectés quelques mois seulement après les révélations du projet Pegasus. L'ONG dénonce ces violations et plaide pour la mise en place d'un moratoire sur la vente des logiciels d'espionnage. Le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme, du droit humain au Sahara occidental dénonce le laxisme et le silence du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme face aux violations flagrantes et systématiques de l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis occupés. Un silence inexplicable, a déclaré le coordinateur du groupe, affirmant qu'il ne fait qu'encourager l'occupant à accentuer sa politique répressive. Et l'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre les positions soldats de l'occupation marocaine le long du mur de la honte au Sahara occidental, infligeant aux forces de l'occupation d'importantes pertes humaines et matérielles. Les unités de l'APLS ont bombardé les forces de l'occupation dans la région d'Akouirat, Weld Ablel, dans le secteur de Mahbis, les positions de forces de l'occupation marocaine dans les régions de l'Aqad, Sebrat Nouched et Daqara Fersik dans les secteurs d'El Mahbis ont également été ciblés, de même que les retranchements de l'occupation dans les 2 régions de L'Aqta, de l'Aqad, toujours dans le secteur de Mahbis. Situation très tendue au Maroc, les manifestations et les grèves se succèdent, tantôt contre la cherté de la vie, tantôt pour dénoncer la normalisation et surtout les violations des droits de l'homme, des droits des Marocains par le régime du Marzen et sa répression grandissante. Abd Majid Ben Qassi. Un Marzen ébranlé par la colère grandissante de la rue. C'est un royaume aux abois et au bord de l'explosion qui se profile à l'horizon. Tous les jours, depuis des semaines, des centaines de milliers de Marocains battent le pavé. Des manifestations qui n'ont épargné aucune ville du Maroc. Ils sont sortis exprimer leur ras-le-bol et leur colère contre les mesures répressives du Marzen et ses politiques économiques et sociales qui ont plongé et mis à genoux des populations entières. Et c'est la précarité et la pauvreté extrême qui s'installent. L'écrasante majorité des Marocains frôle la misère. C'est carrément la survie pour beaucoup de citoyens marocains. Les manifestations se poursuivent. Transporteurs et enseignants reviennent encore une fois à la charge. Nous, représentants de la coordination des enseignants contractuels, nous condamnons et dénonçons cette répression aveugle et injustifiée qui s'abat sur les enseignants ici à Rabat ou ailleurs. Je sais que cet arsenal policier déployé n'attend que les ordres pour commencer à réprimer. Au départ, la flambée des prix a touché les carburants, mais aussi les denrées alimentaires de base, ce qui a provoqué des manifestations contre la cherté de la vie à travers le pays. Le taux d'inflation a augmenté de 3,1% sur un an en janvier. En août, après 2 années de crise sanitaire, le royaume est frappé par une sévère sécheresse, alors que son économie est tributaire du secteur agricole, premier contributeur au PIB, à hauteur de 14%. C'est un véritable mouvement appelé Front social marocain qui est en train de s'installer, tout en prenant de l'ampleur et de la force en termes de mobilisation générale de la société marocaine. La sensibilisation contre la cherté de la vie, l'inflation et le verrouillage des libertés collectives et individuelles sont une autre constante de la rue marocaine. Une rue cependant pacifiste. Nous sommes ici en tant qu'enseignants à manifester pacifiquement. Nous n'avons ni pierre ni armes blanches. Tous ces manifestants sont sûrement les enseignants de vos enfants, de vos sœurs, de vos frères et peut-être même vos propres enseignants. Notre manifestation et notre combat sont clairs. Nous revendiquons nos droits. C'est la toute première fois qu'un mouvement aussi régulier et rassembleur fait du caractère social son leitmotiv quant à la mobilisation et la protestation contre les mesures de paupérisation et de répression menées par le Marzen et les serviteurs de l'exécutif. La nouvelle démarche de protestation est appelée à durer dans le temps, surtout avec la situation socio-économique du pays qui ne cesse de se détériorer. Toutes les grandes villes du royaume, Casablanca, Rabat,
Marrakech, Oujda et bien d'autres se trouvent mobilisés et décidés à rejeter la stratégie du Merzen visant à affamer le peuple. Cette nouvelle donne a engendré une situation de crise qui risque de frapper de plein fouet toutes les institutions du royaume. Aujourd'hui, le Front social marocain exige une solution globale et une démarche de changement systémique, soit des symboles de l'oligarchie du Merzen, inféodé au sionisme et aux forces néocolonialistes. Voilà, avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.